Bonjour, nous sommes le 6 mai 2020, 51e jour de confinement et vous êtes bien dans À l'air libre. Bonjour Mathieu, de quoi tu vas nous parler en seconde partie? Bonjour Christophe. Dans la deuxième partie d'Alerte Libre, on va parler de ces familles de soignants ou de personnes décédées en EHPAD qui, bien sûr, sont en situation de deuil actuellement, mais réfléchissent déjà à saisir la justice et à demander des comptes. On entendra leurs histoires dans une petite demi-heure. À tout à l'heure Mathieu. Dans la première partie, on va revenir sur la prolongation programmée de l'état d'urgence sanitaire. Le texte est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée après son adoption dans la nuit au Sénat. Menée au pas de charge, cette nouvelle entorse aux règles de droit est-elle justifiée? Deux professeurs de droit public nous éclaireront. On ira ensuite en Afghanistan, le pays déchiré par la violence qui se retrouve avec deux présidents, mais qui réussit tout de même à produire des masques en masse pour équiper les travailleurs en première ligne contre le virus. Le journaliste Jean-Pierre Perrin de Mediapart nous racontera ça. La minute détente nous est offerte aujourd'hui par l'humoriste Queen Camille. Et comme d'habitude, on se quittera avec les confinautes d'Usul et Cotentin. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire. alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et votre coup de gueule. Et covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on écoute cet extrait de la vidéo faite par l'acteur Vincent Lindon pour Mediapart. C'est un appel mis en ligne ce matin et qui s'intitule « Comment un pays c'est riche ». On écoute. Les élus devront être comptables de leur action devant le peuple dont ils ont obtenu la confiance. Une élection, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme ou d'un homme qui arrive et qui dit « Faites-moi confiance, voilà ce que je vais faire », et une fois élu, il ne le fait pas. À la place, il fait autre chose ou rien. Eh bien non, ça ne peut plus marcher comme ça. En cas de défaillance, il est nécessaire qu'ils puissent être démis de leurs fonctions, démocratiquement. C'est-à-dire si une fraction de citoyens le propose et si une majorité d'électeurs l'exige. Insistons. Cette mesure doit s'appliquer à tous les élus, jusqu'au président de la République, qui en France ne peut être démis par personne en cours de mandat, ni même être jugé depuis la scandaleuse décision du Conseil constitutionnel sous la présidence du douteux Roland Dumas. Vous pouvez retrouver la vidéo intégrale de Vincent Lindon sur le site. La responsabilité des élus face à leurs électeurs, il va en être question aujourd'hui avec nos invités. Le texte de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet a été voté par le Sénat en première lecture et est débattu en ce moment même à l'Assemblée. Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon camarade Jérôme Rondeau. Salut Jérôme. Bonjour. Tu suis les questions de liberté publique pour Mediapart et on verra avec toi comment la gestion de la pandémie pose beaucoup de questions. Avec nous également Marie-Laure Basilien-Guinche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Lyon 3. Et Serge Lama, bonjour. Bonjour. Vous êtes également professeur de droit public, mais vous à l'université Grenoble. Avant d'en venir au texte prolongeant l'état d'urgence sanitaire, un point sur ce qui n'y figure pas, la fameuse application Stop Covid. Elle avait été annoncée comme l'une des grandes mesures de déconfinement. On avait cru comprendre qu'elle serait abandonnée, et puis finalement hier sur BFM Business, ça a peut-être fait sens, le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O a dit ceci. Nous entrerons dès la semaine prochaine en phase de test, c'est-à-dire que nous reproduirons des situations réelles pour vérifier que l'application fonctionne bien, ce qui nous permettrait, je pense, si le Premier ministre et la conférence des présidents de l'Assemblée en décident et du Sénat en décident, de faire en sorte que nous puissions revenir devant les parlementaires comme cela a été promis dans la semaine du 25 mai pour envisager un déploiement lors de la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin. Jérôme, tu avais suivi ce dossier sur Mediapart. On en est où en fait maintenant? Je comprends plus là. Il n'y a pas grand monde qui comprend, je pense, enfin en tout cas qui est capable de prédire ce qui va arriver. L'application Stop Covid, c'est un peu la série Netflix du confinement pour les gens qui suivent un peu le numérique, avec énormément de rebondissements. C'est le nouveau hier, donc avec cette déclaration de Cédric O. Donc tout avait commencé au début du mois d'avril, où le gouvernement donc avait annoncé le lancement d'une application vers laquelle de traçage des gens, vers laquelle il semblait se diriger un peu à reculons, c'est-à-dire qu'a priori, il donnait l'impression un peu de ne pas avoir forcément envie de se lancer dans ce dossier, et ils y sont allés en prenant beaucoup de précautions, notamment, donc, pour faire court, il y avait plusieurs options technologiques disponibles, notamment la géolocalisation par GPS et le traçage par Bluetooth. Ils ont choisi le traçage par Bluetooth.
qui est donc sur le modèle de Singapour, qui est censé être le modèle le plus respectueux des libertés publiques, en confiant ça à l'INRIA, qui est donc un institut réputé, donc à des gens respectueux des libertés publiques. Et depuis, ils sont un peu confrontés à la quadrature du cercle, c'est-à-dire à mettre en place une application de traçage tout en respectant les libertés publiques, ce qui semble être très difficile. C'est-à-dire que déjà, les chercheurs entre eux ont beaucoup débattu entre deux protocoles. Ça fait beaucoup d'acronymes. Il y a le protocole Robert et l'autre protocole, je suis désolé, le nom va me revenir. Et donc un qui est centralisé, c'est-à-dire que toutes les données sont stockées dans un serveur central, et l'autre où les données sont stockées dans les téléphones des personnes. Donc l'idée, c'est que quand vous vous baladez, que vous croisez des téléphones, le Bluetooth doit être activé et les téléphones communiquent entre eux pour échanger des identifiants. Et quand une personne est malade, il active l'application. Et tous les gens qu'il a croisés sont mis au courant que la personne qu'ils sont potentiellement infectés. En tout cas, qu'ils ont croisé quelqu'un qui l'a été. Et donc voilà. Du coup, c'est quoi qui a été choisi et est-ce qu'on sait si elle va vraiment sortir cette application ? Le gouvernement français, lui, soutient le protocole Robert, qui est un protocole centralisé où, en gros, toutes les données sont dans un serveur central. Et une autre partie des chercheurs défendent l'autre protocole où les données sont stockées dans les téléphones. Chacun a des avantages et des inconvénients, des dangers respectifs qui ont fait l'objet d'énormément de débats. Là-dessus, il y a Apple et Google qui sont rentrés dans la danse en proposant eux-mêmes un protocole en prenant position dans le débat, ce qui a bloqué un peu le gouvernement qui refuse de travailler avec Apple et Google. Et on en était là, et au moment de la présentation de la loi sur l'état d'urgence, beaucoup de gens pensaient que le projet était enterré. Et donc là, c'est un peu une surprise d'annoncer qu'il y aura des phases tests dès le 11 mai, et un déploiement dès le 2 juin. On ne sait pas trop comment faire sans Apple et Google, parce que vu que c'est eux qui tiennent les clés un peu des plateformes d'installation d'applications, on ne voit pas comment ils peuvent faire sans eux. Donc voilà, tout le monde attend, et beaucoup de gens se demandent si ça ne va pas vraiment mis en place. Marie-Laure, Basilien Guinche et puis Serge Lama après, vous en pensez quoi de cette histoire d'application en termes de liberté publique ? Avoir un système d'information, donc un fichier tel que c'est prévu dans la loi sur la prorogation de l'état d'urgence, qui serait ensuite déployé sous la forme d'une application du type Stop Covid-19, me semble très problématique. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est de se rendre compte que dans le texte de loi tel qu'il ressort du débat au Sénat, ce serait mis en place non via un décret et non pas par le Parlement via une loi. Et donc, c'est une garantie de la protection des droits qui est affectée. Et le deuxième point, c'est des libertés et des droits qui pourraient se voir mis en cause à travers ce dispositif. Le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel et bien sûr des données particulièrement sensibles qui sont les données de santé. Sachant que lorsqu'on a un fichier et une application, il y a des possibilités d'interopérabilité et des questions sur les accès qui sont ouverts aux données qui sont inscrites dans ces fichiers et qui sont renvoyées, qui sont emmagasinées par ces applications. Outre les problèmes d'efficacité qui ont été relevés par les chercheurs de l'INRIA sur une application qui ne pourrait de sens que s'il y a plus de 40 millions d'individus qui l'utilisent, avec des problèmes de faux positifs et de faux négatifs. Serge Lama ? Moi, je pense que c'est bien une série Netflix, mais c'est une série catastrophe, et c'est une série catastrophe en matière d'informatique. Donc, c'est beaucoup moins bon que Black Mirror. Très clairement, cette application, on sent qu'il y a une division au sein du gouvernement. Olivier Véran a dit à plusieurs reprises que c'était reporté. Cédrico dit qu'elle est en cours de développement. Moi, je remarque que dans la première version du projet de loi de prolongation, il y avait la possibilité d'adopter par ordonnance ce type d'application. Et le Sénat vient de supprimer cette possibilité. Donc, ils ont promis un débat au Parlement spécifique à Stop Covid. Donc, on peut espérer que le Parlement fera barrage, notamment le Sénat. Et vraiment, j'ai beau avoir lu beaucoup sur Stop Covid, je ne vois toujours pas l'intérêt de cette application, puisque
son efficacité dépendrait du fait que 60 à 70% des Français la téléchargent. Et je pense que, compte tenu des risques signalés par Marie-Laure sur la vie privée, des données à caractère personnel, même par Bluetooth, il y a toujours des risques. Je pense que les Français n'utiliseront pas cette application et donc ça sera un four, ça sera un échec total. Alors, mais c'est un autre article du projet de loi qui a beaucoup fait parler ces dernières heures. Il n'était d'ailleurs pas prévu initialement puisqu'il a été rajouté par les sénateurs au tout début de l'examen du texte. Cet article concerne la responsabilité pénale des élus en cas de contamination, que ce soit à l'école ou par d'autres actes et décisions qu'ils pourraient prendre. Quand il a défendu son plan de déconfinement au Sénat lundi, le Premier ministre Édouard Philippe en a parlé, on l'écoute. Enfin, j'entends les réticences de certains maires, de certains chefs d'entreprise, qui craignent que leur responsabilité soit engagée. Le sujet de la responsabilité face au Covid-19 n'est pas un petit sujet. Et j'aimerais m'y attarder un peu. Le régime de responsabilité pénale des décideurs vous est bien connu. Il est issu, en plus des dispositions anciennes du Code pénal, de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000. Il n'empêche, la question se pose, les inquiétudes sont là, et il nous faut y répondre. Il me semble que nous devons le faire avec, et en tout cas comme ça que je raisonne, avec deux convictions. Chacune est importante. La première, c'est que notre Constitution nous invite à ne pas aborder cette question de manière segmentée, en pensant à telle catégorie de responsables ou à telle autre. Bien entendu, le Sénat est parfaitement dans son rôle quand il accorde une attention particulière à la situation des élus locaux. Pour autant, un maire qui ouvre une crèche, un président d'intercommunalité qui organise les transports en commun, un préfet qui autorise la reprise d'un marché, un chef d'entreprise qui redémarre un chantier, ne sont pas dans des situations fondamentalement différentes. Ce sont tous des femmes et des hommes qui ont la responsabilité d'autres femmes et d'autres hommes et qui ont des décisions à prendre dans cette crise. Traitons-les de façon équitable. La seconde est que cette question mérite d'être traitée avec prudence, car nos concitoyens veulent que les maires agissent sans blocage, mais ils ne veulent pas non plus que les décideurs, publics ou privés, s'exonèrent de leurs responsabilités. Préciser la loi, rappeler la jurisprudence qui oblige le juge à tenir compte des moyens disponibles et de l'état des connaissances au moment où l'on a agi ou pas agi, oui. Atténuer la responsabilité, je suis nettement plus réservé. Alors, avant d'en venir sur précisément l'article qui a été ajouté par les sénateurs LR, une question pour vous, professeur de droit, les deux questions même, sur le principe et sur la loi Fauchon dont il est question. La loi Fauchon, d'abord, elle date de 2000, mais elle dit quoi et pourquoi elle a été votée, cette loi? Serge Lama. Moi, je ne suis vraiment pas spécialiste du droit de la responsabilité. Tout ce que je peux dire à propos de ce texte, c'est que soit il est inconstitutionnel, contraire à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme qui nous dit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Et on a de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment sur la loi anti-Perruche, la loi Kouchner, qui avait neutralisé une jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, soit elle est contraire à la Constitution, soit elle ne sert à rien parce qu'elle répète des évidences. C'est évident que le juge pénal va prendre en compte l'état des connaissances sur le Covid s'il y a des personnes poursuivies en lien avec la contamination. Alors, au-delà des maires, je pense que le risque, il est surtout pour le gouvernement. Alors, les membres du gouvernement sont justiciables devant une juridiction particulière, malheureusement, mais je pense qu'il y a un vrai risque pour le gouvernement, notamment le cafouillage en début de gestion de l'épidémie, où là, très clairement, notamment l'organisation des élections, ils ont pris un risque, y compris un risque administratif, engager la responsabilité administrative de l'État, et éventuellement aussi un risque pénal. Sur le principe quand même, Serge Lama, le déconfinement a été décidé par le président Macron. Il a été mené par Philippe et son gouvernement sans réelle concertation avec les élus locaux. On peut comprendre que les maires, par exemple, qui sont chargés de le mettre en musique, n'aient pas trop envie de se mouiller, non ? Oui, mais de toutes les façons, ils ne seront pas pénalement responsables. Il n'y a aucune intentionnalité dans le délit s'ils rouvrent des écoles, par exemple. Donc, je ne pense pas que les maires risquent grand-chose actuellement dans le cadre du droit applicable. Et les collectivités, les mairies elles-mêmes ne risquent pas grand-chose, puisque la loi Fauchon, c'est sur la distinction des crimes intentionnels ou non intentionnels. Et
je pense que de ce point de vue, ils sont assez peu exposés. Je pense que le vrai risque, il est en réalité pour les décideurs politiques en début de crise, où ils n'ont peut-être pas pris les mesures les plus adaptées. Quand on regarde par exemple à ce qui s'est passé en Allemagne, on pense que le confinement en général s'est imposé parce qu'on avait organisé, il y avait une pénurie des services publics. En fait, ici, il y a des... vous savez sûrement, il y a eu des enquêtes dans Mediapart, il y a une série d'articles dans Le Monde actuellement sur comment on a organisé la pénurie de masques, en fait, par exemple. Les vraies responsabilités pénales, elles sont là. Honnêtement, un maire qui, au regard de toutes les précautions qu'on prend aujourd'hui, alors même qu'on sait que les enfants sont potentiellement peu porteurs, ou en tout cas développent peu la maladie, je ne pense pas qu'il risque grand-chose de réouvrir une école avec les mesures actuelles. Il n'y aura évidemment pas de mise en cause de la responsabilité pénale. Éventuellement, il pourrait y avoir une mise en cause de la responsabilité administrative, mais essentiellement de l'État, devant les juridictions administratives, en raison de ce qui s'est passé, notamment au moment des élections. Marie-Laure Basilien-Guinche, vous partagez ce point de vue? Que pour vous, c'est un texte inutile? Je partage le point de vue de Serge parce que la loi Fauchon, qui a introduit l'article L21-2334 du Code général des collectivités territoriales, envisageait aussi de la poursuite pour les délits non intentionnels des maires. Et on voit bien que la situation correspond à celle de délits non intentionnels qui découlent de diligences normales qui n'auraient pas été respectées ou de situations particulièrement difficiles qu'on n'aurait pas pris en considération. On sait très bien aujourd'hui que les maires, au regard de la réouverture des écoles, sont particulièrement attentifs et sensibles à ces questions-là. Et je ne pense vraiment pas qu'on pourra les accuser de ne pas avoir fait preuve de diligence ou de la prudence nécessaire. Il y a aussi un autre article qui est intéressant, c'est l'article 121-3 du Code pénal, qui lui estime qu'il y a une obligation particulière de prudence qui est nécessaire et qu'il faut peut-être se voir imputer une faute caractérisée lorsqu'on a mis particulièrement la vie ou l'intégrité d'une personne en risque. Et je pense que là, se trouver pour des décideurs politiques au niveau national qui, comme le disait très bien Serge, n'ont pas géré comme il lui fallu la crise depuis le départ. D'accord, mais en fait là on a parlé un peu de maire, mais si j'ai bien lu le texte adopté par les sénateurs hier, il va beaucoup plus loin que les simples élus, puisqu'il a l'air d'englober très large, et il commence par « nul ne peut être tenu pour responsable ». Ce nul, ça peut être qui du coup dans le texte actuel? C'est toute personne qui aurait participé à des processus... dans le texte actuel, oui, toute personne, donc effectivement c'est extrêmement large. C'est une clause d'exonération, une irresponsabilité pénale qui est organisée. Et là, si vraiment ils organisent une irresponsabilité pénale générale, c'est contraire à la Constitution. Et ils le savent pertinemment, et le gouvernement le sait. Je crois que pendant les débats, Édouard Philippe a averti les sénateurs de risque de censure par le Conseil constitutionnel, parce que selon toute vraisemblance, il y aura une saisine du Conseil constitutionnel. En tout cas, d'ailleurs, les Républicains du Sénat ont annoncé une saisine du Conseil constitutionnel. Et d'un point de vue technique, quand le Conseil constitutionnel se prononce dans le cadre de ce type de loi, ils peuvent aller chercher la loi qui a proclamé l'état d'urgence, la loi support, la loi ici du 23 mars. Et donc le contrôle du Conseil constitutionnel pourrait être beaucoup plus large que la seule loi de prolongation. Marie-Laure Basilien-Guinche. Pour rebondir sur ce que vient de dire Serge, et vous le notez à juste titre, le nul qui est au début de cette disposition, ça va concerner non seulement les maires, dont on parle beaucoup, mais aussi tous les décideurs privés, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les patrons de commerce qui vont réouvrir lors de différentes phases de déconfinement. Et là, ça pose quand même une question sur la responsabilité des employeurs à l'égard des salariés. À noter quand même que la Cour de cassation a rendu un arrêt retentissant pour montrer du doigt Amazon et pour la condamner parce qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de ses salariés en ne se limitant pas au traitement des seuls biens essentiels. Mais de toute façon, plus généralement, est-ce qu'il n'y a pas comme un paradoxe parce qu'on a annoncé un déconfinement et le gouvernement, de l'autre côté, veut quand même prolonger 2 mois l'état d'urgence sanitaire.
Pourquoi il fait ça, selon vous? Peut-être Marie-Laure Basilien-Guinche, d'abord. Je ne comprends pas pourquoi on va proroger l'état d'urgence sanitaire. Je n'ai pas trouvé dans les explications fournies par le Premier ministre, ni dans le visa du projet de loi, des arguments qui m'ont convaincu que si la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, on ne serait pas capable de déconfiner. Mais plus avant, je ne suis toujours pas convaincue qu'il eût été nécessaire d'adopter cette loi sur l'état d'urgence sanitaire pour opérer un confinement, pour assurer la protection de la santé des individus. Il me semble que la loi qui a été adoptée le 23 mars 2020, établissant l'état d'urgence sanitaire, n'était pas du tout, il n'est toujours pas une loi de santé publique, c'est une loi de police qui vise à un traitement disciplinaire d'une question sanitaire qui laisse de côté, en conséquence, la dimension santé publique de la crise. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un article du Code de la santé publique, qui est l'article 3131-1, qui lui donne des pouvoirs assez étendus au ministre chargé de la Santé, qui peut par arrêté motivé prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée au risque couru. Enfin, en gros, je résume. Serge Slama, pourquoi ils n'ont pas utilisé cet article? Ils l'ont utilisé, on a oublié, mais en début d'état d'urgence, il a été utilisé par le ministre de la Santé jusqu'à peu près le décret du 16 mars et la loi d'urgence du 23 mars. Alors ici, moi j'ai un désaccord avec Marie-Laure, c'est assez rare, et un désaccord aussi avec Raphaël Kempf, qui dit que la loi du 23 mars, c'est une loi scélérate, donc sûrement tous les critères des lois scélérates sont remplis ici, mais je pense que la loi d'urgence, l'état d'urgence sanitaire est mieux tout de même que le L3131. Même le Conseil d'État, dans son avis, le Conseil d'État a rendu un avis sur le projet de loi de prolongation, a dit que le L3131-1 était contraire à la Constitution, notamment quand il permet des quarantaines ou des mises à l'isolement, puisqu'il n'y a aucune, notamment il n'y a pas de saisine du judiciaire, du juge des libertés et de la détention. Donc cette disposition, en fait, elle permet toujours au ministre de la Santé de prendre des mesures extrêmement larges, à peu près toutes mesures d'ailleurs, d'urgence, et le confinement d'ailleurs n'a pas été décidé dans le cadre de la loi d'état d'urgence, mais d'une théorie qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. Donc à titre personnel, je préfère qu'une loi vienne encadrer dans le Code de la santé publique les pouvoirs exceptionnels des autorités dans le cadre de l'état d'urgence, avec un contrôle juridictionnel. On pourrait reparler du contrôle juridictionnel qui, à mon avis, n'est pas satisfaisant, mais en tout cas, ici, c'est beaucoup mieux cadré. Et moi, je pense qu'ils ont toujours besoin de l'état d'urgence parce qu'ils ont construit un château de cartes. Il faut tout de même imaginer qu'en 2 mois, ils ont adopté des centaines de textes et des milliers d'arrêtés préfectoraux. Donc, c'est vraiment des dizaines et des dizaines d'ordonnances, des arrêtés quasiment tous les jours au journal officiel ou des décrets réglementaires d'application de la loi d'urgence, plus des arrêtés préfectoraux à l'appel, entre 20 et 30 arrêtés préfectoraux localement qui sont venus aggraver les mesures d'état d'urgence. Et si demain on arrête l'état d'urgence, demain le 23, au bout de 2 mois, tout ça s'effondre. En fait, toutes les mesures cessent. L'ensemble des ordonnances adoptées dans le cadre de l'état d'urgence cessent de produire leurs effets. Donc vous imaginez en termes d'insécurité juridique, le Conseil d'État le souligne dans son avis aussi. Ça créerait une insécurité juridique dramatique parce que le gouvernement agit dans la frénésie, adopter des textes tous les jours, essayer de tout prévoir. Et on se retrouve dans cette situation un peu paradoxale où faire cesser l'état d'urgence, exactement comme en 2015, risquerait de créer une situation ingérable. Donc ils ont besoin, vous voyez le Sénat par exemple a réduit de 15 jours, ils ont reporté au 10 juillet, au 24 je crois, 24 juillet, ça embête le gouvernement, il va devoir faire diligence. Je comprends bien la position de Serge. En fait, je n'aime pas du tout l'article 31-31-1 du Code de la santé publique, qui, à mon avis, est totalement inconstitutionnel. Mais ce n'est pas parce que je n'apprécie pas cet article que je vais accorder plus d'intérêt à la loi sur l'état d'urgence. D'autant que l'état d'urgence sanitaire a été inscrit dans le Code de la santé publique. Donc, si vraiment ça doit être temporaire, je ne vois pas pourquoi il fallait modifier le Code de la santé publique de cette manière. Et je trouve très perturbant, intellectuellement à tout le moins, de me dire qu'il faut une loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, non pas pour des raisons sanitaires, mais pour assurer
les dispositions qui ont été prises de manière réglementaire dans le cadre de la loi de création de l'état d'urgence et de déclaration de cet état d'urgence sanitaire. Je trouve que c'est un rayon de tautologie qui est en dehors de toute préoccupation de santé publique et de sécurité civile, qui m'interroge beaucoup sur la logique, la dynamique de nos gouvernements. Jérôme ? Sur ces différences d'approche, d'analyse sur cette introduction d'un nouvel état d'urgence sanitaire par rapport à l'article L3131-1, est-ce qu'il n'y a pas, que je trouve très intéressante, est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi le fait qu'on se rend compte qu'on avait dans notre dispositif légal un état d'urgence absolument énorme, encore plus dérogatoire que la loi de 1955 sur l'état d'urgence, et qu'on a découvert à la place de cette épidémie, à l'occasion de cette épidémie. C'est vrai que cet article L3131-1 fait quelques lignes, hein. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucun contrôle, c'est vraiment open bar sur les pleins pouvoirs. Comment ça se fait qu'on avait une telle instrument juridique dans notre droit sans qu'on le sache, sans que les défenseurs des libertés en parlent? Et qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Stéphanie Renard, que j'avais interviewé, votre collègue que vous connaissez, me disait qu'à l'époque, c'est parce qu'il y avait une union un peu nationale là-dessus, et qu'effectivement, pour elle aussi, c'était peut-être inconstitutionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, on se rend compte qu'on avait une monstruosité juridique dans notre droit? En fait, je pense que j'allais vous renvoyer aux travaux de Stéphanie Renard, notamment à sa thèse sur la police sanitaire. Vraiment, hein, parce qu'elle a vu ça depuis assez longtemps, elle l'annonce depuis assez longtemps, c'est une des grandes spécialistes de la question, et elle a vu depuis assez longtemps que cette disposition était problématique. Et ce n'est pas la seule, hein. Dans le Code de la santé publique, il y a une autre disposition dont on ne parle pas, qui a été modifiée par le Sénat d'ailleurs, qui permet au préfet de placer en quarantaine ou à l'isolement de la même façon, hein. C'est des mesures sans aucun encadrement juridique et sans intervention du judiciaire, sans garantie. Donc effectivement, ces dispositions sont critiquables, mais bon, on ne peut pas non plus faire une analyse à contre-temps. C'est-à-dire, en réalité, souvent, c'est des vieux textes. C'est des traces qui restent de la lutte contre les épidémies qui a existé historiquement en France, contre la grippe espagnole ou contre les différentes épidémies en France. Et donc, on avait l'habitude de donner beaucoup de pouvoir aux autorités exécutives dans ce cadre-là. Et ça a laissé des traces dans le Code de la santé publique. Et en soi, ce n'est pas choquant que, quand on est face à une épidémie, les autorités exécutives, les préfets notamment, adoptent des mesures d'urgence. Le ministre de la Santé adopte des mesures d'urgence. C'est plus problématique quand ça concerne l'ensemble de la population française. On n'a jamais eu des mesures aussi élargies qui concernent tous les Français. Et c'est ça qui devient problématique. Et puis j'ajoute, hein, il y a aussi l'expérience de l'état d'urgence de 2015-2017 qui a marqué profondément les esprits, parce qu'on a vu à tel point un état d'urgence, un état d'exception contamine le droit commun, laisse des traces, préfigure un certain avenir. C'est un gouvernement par l'exception. Et donc, si vous voulez, c'est l'expérience de 2015 qui nous permet de dire que ces dispositions, notamment de 2007, sont problématiques. Marie-Laure Basilien-Guinche, pour conclure justement, est-ce qu'on peut craindre que des morceaux entiers de cet état d'urgence sanitaire terminent dans le droit commun, comme l'a dit Vincent Chama? Est-ce que vous aussi, vous craignez ça? Alors, c'est bien connu. Véronique Champel-Desplats a beaucoup travaillé sur la question. Stéphanie Hennette-Vaucher, Serge, moi. Il y a cette tendance à l'accoutumance à la restriction des libertés dans les cas d'urgence. Quand c'est de l'urgence face à une menace terroriste, mais aussi quand c'est une menace face à un virus. Et ce qui est beaucoup plus perturbant dans le cas présent, c'est que c'est non pas quelques personnes qui sont chacun pouvant te dire « moi, j'ai rien à cacher, je suis pas un terroriste ». Là, c'est tous les individus qui sont potentiellement touchés. Et de pouvoir envisager de porter atteinte aux libertés non seulement des personnes infectées, mais des personnes affectées, voire des personnes qui sont suspectées d'avoir été en contact avec des personnes qui pourraient avoir été affectées, me semble délirant. Or, les mesures sont rentrées en fait dans le droit commun, puisque la loi créant l'état d'urgence, en venant modifier le code de la santé publique, s'est introduit dans le droit commun. Donc ça ne va pas disparaître avec la levée de l'état d'urgence. L'état d'urgence sanitaire va pouvoir être réactivé quand les exécutifs à venir l'estimeront. Et en tout cas, il y a une intégration aussi de la part de la population de cette possibilité de restreindre les libertés, voire de cette
nécessité de restreindre les libertés au nom de la sauvegarde éventuelle d'une vie, sans qu'on ait aucune garantie de l'efficacité de la restriction des libertés pour cette protection d'une vie. Et je m'interroge beaucoup sur l'intégration, l'incorporation par nos citoyens de cette accoutumance à un régime de restriction des libertés. Merci à tous les trois. J'ajoute et je précise que vous avez créé un réseau de veille sur l'état d'urgence sanitaire animé par Vox Public. Ce réseau constitué d'universitaires, d'avocats, de magistrats et d'ONG prépare une intervention devant le Conseil constitutionnel. On part à présent en Afghanistan, c'est notre crise vue d'ailleurs. C'est une ville de 6 millions d'habitants, une ville pauvre, d'où la guerre n'est jamais tout à fait partie. C'est pourtant une ville qui est en mesure de produire 1 million de masques par semaine pour sa population. 1 million, vous avez bien entendu. On part aujourd'hui à Kaboul puisqu'il s'agit de la capitale afghane. Bonjour Jean-Pierre Perrin. Bonjour. Alors, avant d'en venir aux masques, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous faire un point sur l'épidémie en Afghanistan? Oui, l'épidémie est particulièrement violente à Herat et à Kaboul. Mais surtout Herat. Pourquoi? Parce que la ville est proche de la frontière iranienne et à l'annonce de l'épidémie en Iran, vous savez que l'Iran est l'épicentre de l'épidémie dans la région, et bien des millions d'Afghans, des centaines de milliers d'Afghans ont décidé de rentrer chez eux, de fuir l'Iran. En plus, s'ajoute la crise économique est absolument terrible pour eux, et donc ils sont passés la frontière. Et à ce sujet d'ailleurs, une partie d'entre eux ont été vraiment extrêmement maltraités par les gardiens de la révolution, au point qu'une affaire, entre guillemets, oppose à ce moment le gouvernement de Kaboul et les talibans, qui sont pour la première fois sur la même ligne, pour dire aux Iraniens, vous avez massacré une partie de ces gens qui rentraient chez eux. On parle d'une centaine d'Afghans qui ont été jetés dans les eaux d'une rivière, et une partie d'entre eux serait noyée. On parle d'une trentaine de personnes. Voilà, donc l'épidémie est très violente à Herat parce que c'est la ville la plus proche de la frontière iranienne. D'accord, mais en même temps, on n'a pas de chiffres officiels sur lesquels on puisse vraiment s'appuyer. Non, simplement à Kaboul, il y a eu des tests qui ont été faits un petit peu au hasard, comme ça, qui ne sont pas vraiment planifiés ni calculés, et on s'est aperçu qu'un tiers des tests étaient positifs. Donc ça donne quand même une indication. Seconde indication, au sein du palais présidentiel, qui est vraiment un bunker au sein de la capitale, qui est extraordinaire, protégé avec des enceintes et tout ça, eh bien, une partie des employés, une quinzaine, sont contaminés. D'accord. Tu viens de parler du bunker présidentiel. Il y a un truc qu'il faut savoir, peut-être, c'est qu'on a 2 présidents en ce moment en Afghanistan. Oui, il y a 2 présidents. À la suite des élections, chacun des 2 principaux candidats, mais il y en avait bien d'autres, mais les 2 principaux candidats ont revendiqué la victoire, comme c'était déjà le cas à la précédente présidentielle. Donc chacun dit, c'est moi qui ai gagné, j'ai le plus grand nombre de suffrages. Et là, c'est bien malin qui dira qui est la personne qui a vraiment été élue démocratiquement. Donc les 2 ont tendance à gouverner chacun de leur côté, ce qui rajoute évidemment à la confusion politique, économique, sociale, mais aussi dans la guerre contre le coronavirus, il faut bien le dire, parce que deux sources d'autorité, c'est quand même pas idéal pour lutter contre une épidémie. Mais donc dans cette guerre, et malgré cette situation, tu nous racontes cette semaine qu'1 million de masques sont produits par semaine. Comment c'est possible? À l'initiative d'une ONG française qui s'appelle Acted, qui a une longue expérience de l'Afghanistan. Lorsque l'Afghanistan crevait de froid et de faim dans les années 90, eh bien, cette ONG avait déjà rouvert les boulangeries et les mines de charbon pour nourrir et chauffer Kaboul. À présent, bon, elle s'attaque au coronavirus. Eh bien, elle a recruté 5000 et quelques petites mains, on va les appeler comme ça, des femmes afghanes, aussi bien à Kaboul qu'à Mazar-e-Sharif, pour confectionner des masques. Et ça leur permet en même temps de survivre, parce que chaque masque est payé 5 Afghani. Et donc, ça permet à peu près d'avoir l'équivalent de $2 par jour, et qui leur permet, avec le niveau de vie afghan, de se nourrir et de nourrir leur famille. Et donc, elles ont été formées, elles l'étaient déjà un peu, parce qu'une partie d'entre eux avaient demandé des micro-crédits à une filiale de cette ONG pour fabriquer, pour être couturière, pour travailler avec le tissu. Et donc, elles ont été remobilisées. Et donc, elles fabriquent effectivement
environ actuellement 100 000. Chaque jour, il y a 100 000 masques qui sont faits par ces petites mains, donc simplement de simples couturières improvisées. D'accord. Et il y a un autre fait notable aussi dans ton article, c'est que les talibans, qui sont normalement très hostiles aux ONG, à l'OMS, à tout ce qui peut représenter des autorités internationales, ont ouvert les portes des régions qu'ils contrôlent. Oui, alors même si c'est une ouverture qui n'est pas totale. Oui, le coronavirus fait peur, y compris aux talibans, qui ont dit que finalement, maintenant, l'OMS était bienvenue dans les zones qu'ils contrôlaient, environ 50% du pays. Et donc, il n'y aura plus d'assassinats de docteurs, d'infirmiers, de personnel soignant en général, comme ça avait été le cas dans le passé, puisque les talibans s'opposaient violemment à toute mesure de vaccination, en particulier contre la variole. Et donc là, ils leur disent bienvenue. Alors maintenant, le problème qui va se poser, est-ce que ces médecins, ce personnel soignant, aura accès aux femmes, puisque l'on sait qu'en Afghanistan, une femme ne peut pas être soignée par un homme, elle ne peut être soignée que par une femme, ce qui leur interdit l'entrée des hôpitaux. Alors là, il n'y a pas de réponse vraiment des talibans pour le moment, mais on peut émettre des doutes en ce qui les concerne. Eh ben, merci beaucoup Jean-Pierre et à très bientôt. Merci à vous. Juste avant de retrouver Mathieu Manodex, on se détend, ou au moins on essaye, avec l'humoriste Queen Camille qui nous a envoyé cette vidéo. On regarde. Ah, la lumière du jour. Salut Mediapart. Youpi, la fin du confinement approche. Non, tu sais, c'est pas sûr parce que si on déconfine, attention à la deuxième vague, hein, parce que... Moi, j'ai décidé de rester positive et pourtant, j'ai toutes les raisons de me plaindre. Parce que m'enfermer chez moi, c'est un truc que je faisais spontanément chaque année, à partir du mois de novembre. Fait que si je calcule, je suis confinée depuis 7 mois. J'ai l'impression qu'on m'a oublié au fond du frigo. Je te cache pas qu'actuellement, mon âme, elle a un goût de tofu périmé. Moi, j'ai eu trop de chance. Je suis pas confinée seule parce que j'ai trouvé un mec 1 mois avant le début du confinement. Ça relève du miracle. Je me suis vraiment glissée sous sa couette, comme d'autres se glissent in extremis sous la grille de Fort Boyard. À la fois, 1 mois de relation, c'est beaucoup trop tôt pour emménager ensemble. Mais c'était ça ou 45 jours d'abstinence. Moi, ça m'arrangeait pas, j'ai perdu le chargeur de mon sextoy. Je me connais, je serais complètement partie en vrille. Allez, laisse-toi faire, je te dis que ça va être super. C'est une blague, hein. Moi, j'aurais jamais fait ça, hein. Le déconfinement approche et ça va être génial parce que moi je vais enfin pouvoir sortir de chez moi en n'ayant plus peur d'être jugée. Parce que là, depuis le 17 mars, chaque pas dehors a un coût moral. Moi-même, pour aller faire mes courses, j'ai un peu honte. Maintenant, sortir de chez toi, c'est comme entrer dans un sex shop. Ah bah t'es là, toi. Bah toi aussi, t'es là. Bah ouais, ma grande, moi je suis en train de faire le plein de produits frais. Ouais, bah moi, chocolat c'est hyper important pour mon équilibre, ok? Donc là, je squatte depuis 45 jours dans le studio de mon nouveau mec. Et au début d'une relation, t'es censé préserver un peu le mystère. Pas faire une cure de sébum. Tout est allé trop vite, là on va sortir, on va fêter nos 35 ans de mariage. Alors je fais mon maximum pour préserver la magie, mais vous savez ce que c'est de pas péter pendant 6 semaines? Au début, j'utilisais la technique classique, qui consiste à tousser pour couvrir le bruit. Mais au bout de 2 jours, ils pensaient que j'avais chopé le Covid. Je me voyais pas expliquer ma situation au SAMU. Depuis, je contracte. Ah bah désormais, j'ai l'anus le plus musclé d'Europe. J'ai le ventre tendu comme une montgolfière, je me tiens au meuble pour pas m'envoler. Le 11 mai, vous allez me voir survoler Paris, je ferai coucou aux enfants comme ça. Maman, pourquoi elle vole la dame? Parce que ça fait 45 jours qu'elle serre les fesses, mon chéri. Mais je peux pas me plaindre, je suis confinée dans la meilleure partie du monde, à la meilleure époque jamais connue par l'homme. Et surtout, j'ai pas d'enfant. Tu me vois confinée dans une hutte au Moyen-Âge avec mes 17 lardons? Non, Frénégude, on a dit chacun son tour de jouer avec le hérisson mort. Bertolobert, attention, tu marches sur le visage de Philibus. Et puis la meilleure nouvelle, c'est qu'on va jamais plus se faire la bise. Non, parce qu'on parle beaucoup de la zone T, mais il y a vachement de gens qui regressent de la zone joue, faut le dire. Et les gens qui fabriquent du kiri avec le coin de leurs lèvres. Et bah hop hop hop, alerte pandémie, tu restes loin, tu n'approches pas la peau de mon visage. Petit fromager buccal. Donc vous voyez, il y a quand même plein de raisons de rester positif. Ouais, mais je sais pas si tu te rends compte que si le virus mute... Chut, sinon c'est toi que je mute. Allez, c'est bientôt fini, tenez le coup, bye. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette émission, je voudrais parler de Claire Loupiac. C'est une femme qui vit à Lons-le-Saunier dans le Jura. Son mari, Éric, 60 ans, médecin urgentiste et défenseur de l'hôpital public au sein de l'Association des médecins urgentistes de France, est décédé le 23 avril des suites du coronavirus. Il travaillait bien sûr dans l'hôpital de Lons-le-Saunier au moment de pendant cette crise du coronavirus. Claire Loupiac est en deuil aujourd'hui, mais elle demande aussi des comptes. On l'écoute au micro de France Info. J'ai la tristesse et la colère en même temps. Notre vie est pratiquement détruite.
il est parti travailler en me disant je pars, mais j'ai le risque de me faire contaminer. Mais il m'a dit toi, tu restes à la maison. Donc tous les deux on était confinés depuis le 26 février, date de la mort du premier Français. Et moi je voulais pas qu'il parte, mais j'ai pas eu moyen de l'empêcher. Il n'avait pas les masques adaptés, il n'y avait pas assez, et les malades asymptomatiques qui venaient pour autre chose restaient dans sa visite d'urgence sans masque. Donc forcément, il s'est contaminé comme ça. Il y a eu mensonge. Au début, il ne fallait pas porter de masque. Et un mois après, maintenant, le masque devient obligatoire. Il y a des erreurs qui ont été faites et après, les conséquences sont énormes et dramatiques. Jamais nous n'avons manqué de moyens de protection, c'est ce que répond l'hôpital de Lons-le-Saunier. L'épouse d'Éric Lopiac a pourtant annoncé son intention de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors c'est à ses familles, ses proches endeuillés qui demandent des comptes que nous allons consacrer à l'émission d'aujourd'hui. Ils veulent comprendre, ils veulent des réponses, ils espèrent que les responsabilités seront un jour tirées, pourquoi pas, devant les tribunaux. Ce sont des familles de soignants comme Claire Lopiac. Il y a plus de 25 soignants aujourd'hui décédés du Covid. Nous avons raconté leurs histoires dans cet article de Mediapart qui est paru il y a quelques jours en mémoire des soignants morts du Covid-19. Et puis aussi les familles de résidents des EHPAD. Sur 25 500 personnes décédées du Covid, selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé, très exactement 9 471, c'est le bilan de hier, sont décédés dans les établissements pour personnes âgées. Avec nous aujourd'hui en plateau, deux femmes. Bonjour Olivia Mokijewski. Bonjour. Olivia, votre grand-mère de 92 ans est décédée le 4 avril à Clamart dans un établissement de la société Corian, numéro 1 français privé du secteur, coté en bourse et particulièrement sur la sellette aujourd'hui. Et vous venez de déposer hier, donc c'est très frais, les statuts d'une association des familles de victimes des EHPAD, le collectif 9471, justement, comme c'est 9471 morts en EHPAD. Vous allez nous en dire plus. C'est Geneviève Chauvrela, notre deuxième invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante Geneviève, représentante démissionnaire, on va y revenir, des familles au sein de l'EHPAD de la Rose-Montoise à Val-d'Oie, dans le territoire de Belfort, un établissement géré par une association confessionnelle sous la tutelle du conseil départemental et de l'agence régionale de santé, où s'est jouée une tragédie, une trentaine de décès sur 115 lits. C'est donc un des EHPAD les plus endeuillés de France. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation dans des moments, on l'imagine, soit personnellement, soit indirectement, vu vos responsabilités très dure. Olivia Mokijewski, je voudrais commencer par vous. Vous avez déjà un peu raconté votre histoire sur Mediapart dans un article de Mathilde Goennec que j'invite ceux qui nous regardent à lire. Des familles se battent face à des directions d'EHPAD muettes, c'est le titre de cet article. Que s'est-il passé à l'EHPAD Bel Air de Clamart où votre grand-mère est décédée? Alors en fait, on nous avait dit que déjà que les résidents étaient confinés dans leur chambre et ils ont mis en place tout un système de Skype et de WhatsApp où on pouvait parler avec nos proches. Et assez vite, alors que nos proches étaient censés être confinés, moi je me suis aperçue qu'ils ne l'étaient pas en fait, puisque ma grand-mère a fait le premier WhatsApp avec moi. Elle était dans le couloir avec d'autres résidentes et autour d'elle il y avait un animateur qui était collé à elle et collé à une autre résidente, donc sans respecter les gestes barrières. Et il était en train de les toucher, leur donner le téléphone de main en main. Rien n'était désinfecté, il n'avait pas de gants, pas de masque. Il avait ses habits de ville, en fait, puisqu'il prenait le métro. Et donc, ça m'a tout de suite alertée. Là, on est le 20 mars, on est censé être déjà confinés, les enfants ne vont plus à l'école, tout le monde est censé respecter déjà les gestes barrières. Et dans l'endroit le plus sensible qu'il peut y avoir, c'est-à-dire un EHPAD, les mesures qu'on demande aux Français ne sont pas respectées. C'est ce dont je suis témoin via ce WhatsApp qui a été mis en place. D'autres familles se rendent compte de ça. Donc, on commence à alerter la direction, à poser des questions, à se demander pourquoi ces précautions ne sont pas mises en place. On voyait des soignants derrière qui n'avaient pas de masque. Et là, on nous raconte que non, que tout va bien. On ne répond pas vraiment à cette interrogation sur l'animateur qui ne respecte pas les gestes barrières, mais on nous dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de cas de Covid, qu'il n'y a rien du tout. 5 jours plus tard, je fais un Skype avec ma grand-mère et là, je la vois extrêmement fatiguée. Elle s'endort pendant le Skype, alors que c'était quelqu'un qui était très alerte, en très bonne forme. Elle avait 96 ans, mais elle n'avait pas toute sa tête, mais elle n'avait aucun problème de santé. Et là, je la vois s'endormir, je la vois tousser, et elle me dit qu'elle a mal à la tête. Donc, évidemment, en ayant en tête les
les symptômes du Covid, j'alerte tout de suite. Je dis est-ce qu'un médecin peut venir, même s'il n'y a pas de fièvre, elle peut quand même être porteuse du virus. Et là, on me dit mais non, mais pas du tout. Elle a déambulé cette nuit, donc c'est pour ça qu'elle est fatiguée. Elle prend pas assez le soleil. Enfin, on me sort tout un tas d'excuses pour justifier ces symptômes, en m'expliquant que je me fais en gros des idées. Que le Covid n'est absolument pas rentré dans l'EHPAD, qu'aucun résident et aucun personnel soignant n'est contaminé. J'apprendrai plus tard que c'était faux, qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui avaient déposé un arrêt maladie, qui étaient contaminées, et dont certaines étaient hospitalisées d'ailleurs. Mais donc là, on nous cache en fait jusqu'au 30 mars le fait que le Covid soit rentré dans l'établissement. 3 personnes sont mortes avant ma grand-mère, je l'apprends, et on me dit que non, il ne faut pas s'inquiéter, c'est des causes naturelles, ça n'a rien à voir. Alors, toutes ces personnes étaient dans les chambres voisines de ma grand-mère, au même étage, dans la même partie du bâtiment. Et voilà, et je commence à paniquer, mais on me dit que tout va bien, que non, voilà. Et jusqu'au 31 mars, où j'envoie un médecin voir ce qui se passe, et là il la trouve mourante, recroquevillée sur son lit, totalement déshydratée, donc a priori qui avait de la fièvre depuis plusieurs jours, et totalement malnutrie aussi. Donc c'est pas que le Covid, c'est qu'elle était dans un état physique qui n'était pas celui dans lequel je l'avais quittée en fait. C'est-à-dire qu'alors que la direction vous dit qu'en fait plutôt tout va bien dans l'établissement, plus ou moins, et que votre grand-mère elle-même va bien, vous envoyez quelqu'un, vous envoyez un médecin qui s'aperçoit qu'en fait, elle est dans cette situation à la fois de quasi-détresse respiratoire, mais aussi mal nourrie, et qu'en fait, elle ne va pas bien du tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la veille de cette démarche que j'ai faite, eux avaient envoyé eux-mêmes un de leurs médecins le matin du 31 mars, qui soi-disant avait dit que tout allait bien et que non, il n'y avait aucun problème, qu'ils allaient peut-être lui faire un bilan pour peut-être qu'elle manquait de fer ou ce genre de choses. Mais ce médecin avouera plus tard qu'il ne lui avait pas pris la température. Donc ça, c'était pas son médecin traitant, c'était un médecin qui a été choisi par l'infirmière de l'établissement à ce moment-là. Et moi, j'envoie un médecin que je connais de mon entourage qui va sur place, puisque il n'y a que les médecins qui pouvaient rentrer dans ces établissements fermés au public. Et voilà, qu'il la trouve comme ça. Donc, on me fait croire que la veille, on me dit en plus qu'elle n'est pas joignable pour un Skype. C'est-à-dire, je n'ai même pas pu voir dans quel état elle était la veille, puisqu'on a tout fait pour pas que je lui parle. Elle n'était pas disponible pour un Skype, elle était fatiguée. Quand je dis, mais est-ce que je peux lui parler? On me dit, non, elle ne s'est pas réveillée encore. Enfin, vous voyez, et dans ces moments-là, je me dis, mais c'est évident qu'on m'a caché son état de santé, puisque moi-même, en 5 minutes, la semaine précédente, je me rends compte de symptômes. C'est évident que le personnel et la direction qui est sur place et qui est avec elle toute la journée se rend bien compte de ces symptômes-là. Et normalement, à l'apparition, ce qui était l'engagement de cette maison de retraite, à l'apparition des premiers symptômes, un médecin devait venir, des dépistages devaient être faits. On nous assure que tout le monde respecte toutes les précautions et tout ça. Et en fait, c'est toute cette somme de choses qu'on me dit que moi, je me rends compte exactement du contraire à travers les 5 petites minutes que j'ai tous les jours ou tous les 2 jours avec ma grand-mère, et qui sont la seule façon de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cet établissement. Vous êtes en contact avec beaucoup de familles, on va y revenir notamment pour des actions judiciaires, mais ce qui revient beaucoup dans les témoignages, le vôtre, des personnes avec qui vous êtes en contact et d'autres témoins de familles endeuillées dans les EHPAD qu'on a eu, c'est cette omerta, ce mur du silence. Est-ce que ça a l'air d'être ça, l'élément central des expériences des uns et des autres? En fait, on a tous la même histoire. C'est ça qui est extrêmement troublant, c'est qu'on a tous essayé de protéger au mieux nos parents. On s'est tous rendu compte que petit à petit, au bout d'un moment, on n'arrivait plus à leur parler. On s'est tous rendu compte que les gestes n'étaient pas forcément respectés. Alors, c'est pas général, mais on a quand même des indices qui montraient bien qu'il y avait quand même des manquements sur les précautions prises. Et ensuite, en fait, certaines familles, on leur a dit « Non, mais votre proche est mort, mais on ne peut pas vous dire de quoi. C'est secret médical. » Donc en fait, on n'a pas compris que nos proches soient atteints du Covid-19, qu'ils en meurent, que le Covid rentre dans les maisons de retraite. On peut en vouloir à personne de ça. Mais que toutes les mesures n'aient pas été prises pour éviter que ça arrive dans des lieux aussi sensibles, et derrière, surtout qu'on nous cache l'état de santé de nos parents, à qui on a laissé du coup aucune chance de s'en sortir. Parce que si moi j'avais su, au moment de mes symptômes, des symptômes que j'ai vus, si à ce moment-là, on m'avait dit oui, en effet, il y a peut-être des cas déjà, donc on ne sait jamais, appeler un médecin, mais j'aurais peut-être pu sauver ma grand-mère. Peut-être que je ne l'aurais pas sauvée, mais je ne vivrais pas avec ce doute
toute ma vie, qui sera de me dire, en fait, si j'avais appelé un médecin à ce moment-là, si on m'avait dit la vérité, peut-être qu'elle serait encore là. Parce que suite au raffut qu'a fait cette histoire, comme par hasard, derrière, les personnes aux premiers symptômes ont été envoyées dans les hôpitaux. Corian a des cliniques, donc les gens ont été envoyés et la plupart ont été sauvés. Alors, on va rappeler que Corian donc, est le numéro 1 du secteur, un groupe privé, des actionnaires cotés en bourse, cotés sur le marché parisien Euronext. Il s'est illustré par d'autres dysfonctionnements majeurs que nous avons évoqués dans Mediapart, à Mougins notamment, dans le sud de la France. Hélène Constanti a écrit cet article pour Mediapart, tragédie à huis clos à la maison de retraite de Mougins. Au 1er mai, 38 résidents sur 109 sont décédés du Covid. Et là aussi, comme vous, plusieurs familles endeuillées ont déposé plainte. Le parquet de Grasse a ouvert une enquête pour homicide involontaire et omission de porter secours à personne en péril. La situation, d'ailleurs, il faut le dire, est également très difficile dans les établissements du numéro 2 du secteur, Orpea, le numéro 2 privé. Le groupe Corian, 23 000 résidents en France, 308 EHPAD, déplore, je crois, à plus de 600 décès dus au coronavirus, mais se défend, on va le dire dans cette émission, aussi de toute négligence. Sa directrice générale, Sophie Boissard, a dénoncé, on voit dans cet article du Parisien, des attaques inqualifiables. Tous les moyens ont été mis en œuvre partout pour protéger les résidents, et elle parle de mesures qui ont été prises, notamment la limitation des visites, la généralisation du port du masque ou le recrutement de 3000 personnes pour faire face à l'épidémie. Vous, Olivia, visiblement, cette réponse ne vous satisfait pas forcément, puisque donc vous avez annoncé votre intention de porter plainte contre X pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Pourquoi ? Justement, parce qu'on veut, en fait, aujourd'hui, on veut des réponses. Nous, on ne pointe pas du doigt non plus que cet établissement. On essaye de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on a très vite aussi alerté l'Agence régionale de santé qui n'a pas bougé. Il n'y a pas eu. Enfin voilà, on a vu, on porte plainte parce qu'on a vu le truc arriver. On a alerté 2 semaines avant le drame. On a vu ce qui se passait. Il y avait déjà Mougins en exemple. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une hécatombe dans les EHPAD. Donc, ça aurait dû être les lieux les plus protégés qui existent. Comment ça se fait que nous, on s'est rendu compte en plus que la directrice avait fait venir son fils pendant le confinement, alors qu'on ferme les écoles à ce moment-là. Parce qu'on veut comprendre ce qui s'est passé, on veut comprendre pourquoi il y a eu ce manque de transparence, quelles sont les raisons de ce manque de transparence, pourquoi on nous a empêchés de sauver les personnes à qui on tenait et qu'on avait confiées à ces établissements. C'est comme si, vous voulez, c'est comme si on avait tous accepté avant cette crise qu'il y aurait beaucoup de vieux qui allaient mourir et qu'en fait, voilà, ils ont 90 ans, 95 ans, ils ont bien vécu et ça fait partie en fait de ceux des sacrifiés du Covid et donc ils vont mourir et en fait on dit qu'on on a tout fait, mais nous on a été témoins que non, tout n'a pas été fait. Tout n'a pas été fait pour les sauver et on ne comprend pas en fait. On devrait comprendre ce qui s'est passé et surtout que les gens aujourd'hui, après l'heure du deuil, que ce soit l'heure des comptes et qu'on nous dise, qu'on nous donne des réponses et qu'il y ait en effet une enquête qui soit menée pour comprendre et connaître la vérité qu'on nous a cachée à notre sens. On va reparler du collectif après, mais vous allez rester avec nous, Olivia, et je vais donner la parole maintenant à Geneviève Chauvrelat. Bonjour Geneviève. Bonjour à vous. Vous êtes professeur de littérature et par ailleurs représentante... Je suis retraitée. Retraitée. Vous étiez professeur de littérature, on voit les livres derrière vous, et représentante des familles au sein du conseil de vie sociale de l'EHPAD de la Rose-Montoise à Val-d'Oie, dans le territoire de Belfort, établissement dont il a été beaucoup question récemment. Cet EHPAD détenu qui est géré par une association chrétienne est aujourd'hui un des plus touchés de France, avec aujourd'hui une trentaine de résidents décédés sur 115 chambres. Tragédie qui s'est jouée à petit feu. Début avril, la maire de Val-d'Oie, Corinne Coudreau, déjà lancé un appel à l'aide. On l'écoute. Dans cet EHPAD, des femmes et des hommes meurent chaque jour dans le silence et l'indifférence des services publics en charge de leur protection. Ces personnes vulnérables sont sous la responsabilité du conseil départemental et normalement, je ne devrais pas avoir à intervenir dans la gestion de cet établissement. Mais comment me taire quand je reçois chaque jour des appels à l'aide de leur personnel qui vont travailler avec l'angoisse de savoir qui de leurs résidents vont partir dans la journée ou dans la nuit. Ils m'envoient les tableaux de suivi et m'informent des morts qu'ils ne peuvent que pleurer jour après jour. Dans ces listings que je reçois, on indique en vert ceux qui sont suspectés d'avoir contracté le virus et ils passent en rouge quand ils développent un peu plus de symptômes. Et après, rien de plus. Les chiffres sont là,
implacables, et moi je vais vous les communiquer. Je ne sais pas la situation dans les autres EHPAD de France, mais rien qu'à Val-d'Oie, c'est déjà plus de 15 décès que nous enregistrons à l'état civil. Dans les faits, c'est aussi 21 cas considérés comme contaminés et 18 cas suspects. La situation évolue tous les jours. Geneviève, on était début avril lorsque la maire de Val-d'Oie a fait cette vidéo. On était alors à 15 décès. Malheureusement, le bilan s'est dramatiquement alourdi depuis. On en est où aujourd'hui? Alors oui, le bilan est tragique puisqu'il y a 30 résidents qui sont décédés. Il y a une aide-soignante qui est également décédée et le mari d'une aide-soignante qui a été contaminé par cette dernière. Donc ça fait 32 personnes qui sont décédées à ce jour. On va donner d'ailleurs... Oui, pardon. Oui, on va juste donner le nom de cette aide-soignante. On va voir son portrait pour lui rendre hommage. Patricia Boulac, oui. Soignante de l'EHPAD. Patricia Boulac, oui. Ouais, qui, je crois, était la plus ancienne des salariés. Oui. Oui. Voilà, donc on voit son portrait et son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces semaines de huis clos au sein de l'EHPAD? Olivia disait on aimerait comprendre ce qui s'est passé, on aimerait le savoir parce que c'est toute la difficulté. Si vous voulez, il y a, pour parler de la Rosemontoise, la crise habituelle, enfin habituelle, c'est affreux ce que je suis en train de dire, mais la crise qui frappait les EHPAD, il faut savoir que les EHPAD étaient déjà un secteur en très très forte difficulté. Ce que moi j'ai essayé de signaler quand j'ai écrit mon livre Un été en EHPAD, situation critique. On va le voir s'afficher, alors on va montrer justement ce... D'accord, voilà. Mais c'était jamais que le 5... Bon, moi c'est un ouvrage de fiction, 31 textes qui parlent, qui sont en été, parce que l'été c'est la période aussi de tous les dangers, qui parlent des acteurs, des gens qui vivent ou qui travaillent en EHPAD. Donc une crise ancienne, mais cette fois-ci qui a été complètement amplifiée par la situation. Conjoncturelle, mais structurelle aussi, puisqu'à l'intérieur même de l'EHPAD, et ça me permettra de rebondir sur ce que disait Olivia par rapport à l'inertie des autorités de tutelle, il se trouve qu'il y avait un problème de management peu respectueux des personnels, avec un turnover incessant, une équipe de direction où la cadre de santé était absente, où la directrice adjointe était en burn-out, une nouvelle directrice qui est arrivée sans tuilage. Donc, c'était quand même pas vraiment l'idéal pour affronter tout cela. Nous avons, moi, en tant qu'ex-présidente, puisque pour dénoncer un déni de démocratie sociale, parce que le Conseil de la vie sociale, c'est tout de même une instance qui est là pour donner un peu de dialogue entre l'institution et les familles qui ont vraiment beaucoup souffert. Je veux dire, on n'a pas du tout été... Vous avez démissionné, hein, c'est ça? Oui, nous avons démissionné parce que les alertes à l'ARS, au conseil départemental, ont commencé dès le 16 janvier. D'accord. Et nos courriers ont été réitérés et nous n'avons pas été entendus. Moi, j'ai fait à l'usage des familles, enfin, nous avons fait toute l'équipe et nous avons démissionné en bloc, si vous voulez, des repères chronologiques pour montrer qu'on a essayé de tirer les sonnettes d'alarme bien vainement. Donc ça, je crois que c'est vraiment un des gros problèmes. Et par rapport à savoir ce qui s'est passé, je dirais que les élus des familles qui sont quand même élus démocratiquement ont été laissés totalement à l'écart. Et on nous a même renvoyé le fait que nous n'étions plus légitimes puisque nos parents étaient morts. Mais il n'y avait pas eu de nouvelles élections, donc pourquoi n'aurions-nous pas été légitimes? Oui, pour expliquer, votre maman était résidente de l'EHPAD, mais elle est morte avant la crise. Elle est morte l'année dernière, comme nous sommes 4 élus, 2 titulaires, 2 remplaçants, si vous voulez. Sur les 4, une a perdu son père, les 3 autres, les parents étaient déjà morts. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous a répondu la direction, puisqu'on est quand même dans un des EHPAD les plus endeuillés de France, et je crois que la réponse de la direction est de dire on a fait au mieux dans le meilleur des circonstances. Non, mais on ne nous a jamais rien répondu. D'accord. Non, je veux dire, on était à la veille du confinement sur le point
puisque nous avions rencontré les personnels élus syndicaux et les élus des représentants en famille, de rencontrer la presse pour faire état des dysfonctionnements internes. Or, le confinement est arrivé, on s'est dit, sans doute très malheureusement, qu'on ne tirait pas sur une ambulance, donc ça dit ça va être vraiment très très compliqué, on est resté en retrait. Alors il faut rappeler que... Moi j'ai repris la plume quand les premiers appels de famille sont arrivés. Oui, vous avez repris de la plume, notamment dans des billets de blog publiés sur Mediapart. On va aller voir s'afficher, qui consistent à des lettres au président de la République où vous dénoncez justement la situation des EHPAD. On va y revenir tout à l'heure si on a un petit moment. L'établissement, il faut le dire, ça c'est important, a été placé sous administration provisoire par le conseil départemental et l'agence régionale de santé. Décision rare. En effet, la réponse... Qui s'imposait et qui a été un peu tardive. Et voilà, et la réponse de Servir, qui est l'association qui gère cette EHPAD, dans l'Est républicain du 18 avril, son président Joël Gottschmidt dit, comme je l'ai dit, donc nous faisons face aux difficultés de tous les EHPAD de France. Il ne vous l'a probablement pas dit à vous, mais il l'a dit en tout cas dans la presse. Geneviève, le fils d'un résident décédé, ce qui s'appelle Sébastien Lévesque, a porté plainte contre l'EHPAD pour mise en danger de la vie d'autrui, ça c'est important à dire, et non-assistance à personne en danger. Est-ce que c'est aussi l'intention d'autres familles ? Écoutez, beaucoup de familles m'ont appelé. Moi, je leur ai conseillé de se grouper en collectif. Je leur ai dit que s'il y avait quelque chose au niveau national, ce serait encore mieux. Mais effectivement, beaucoup de familles, les familles sont sidérées. Elles sont dans le deuil, mais elles se demandent, et beaucoup, là, aujourd'hui, veulent demander des comptes, comme vous l'avez titré, puisque, effectivement, on subodore, enfin, on est sûr que c'est passé l'inimaginable. Olivia, qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Geneviève ? C'est ça qui est troublant, c'est que si vous voulez, vous pouvez... moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cette crise, elle ne nous est pas tombée dessus en 24 heures. On savait à l'avance ce qui allait se passer et on se rend compte que dans plusieurs EHPAD, il s'est passé le même scénario. Donc, ce qu'on voit, c'est surtout que les dysfonctionnements des maisons de retraite dont on connaît en fait, et que plusieurs journalistes dénoncent depuis des années, en fait, tous ces dysfonctionnements ont conduit à cette situation qui est aujourd'hui fatale pour beaucoup de familles. Et on se rend compte que voilà, ça ne tenait pas. Il y a trop de choses, il y avait trop de problèmes. Et que dans une situation de crise, tout ça explose un peu et on se rend compte du vrai problème. Et tout le monde se retrouve avec cette situation qui existe depuis des années dans les maisons de retraite, mais qui devient une évidence dans ce cadre-là. Donc, ce qui s'est passé évidemment dans cette maison de retraite et dans toutes les autres, on peut se dire, mais ça aurait pu être évité. Nous, on garde la conviction qu'il y a des choses, on n'aurait pas évité tous les morts. Mais on aurait sans doute réduit beaucoup plus le nombre de morts si on avait eu sans doute un regard différent sur ces personnes en ne se disant pas qu'à 90 ans, on a bien vécu. Si on avait pris la chose peut-être plus à bras-le-corps, en ne cherchant pas à faire des économies aussi dans ces moments-là, en associant les familles. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que nous, à un moment donné, on a contacté l'EHPAD et on a dit, si vous avez besoin de notre aide, nous, on est là, travaillons ensemble, essayons ensemble si vous n'y arrivez pas tout seul, dites-le nous. Si vous avez besoin qu'on prenne nos parents chez nous, on le fera. On a proposé plein de choses. On a proposé de donner du matériel. On a proposé voilà, et on aurait pu travailler ensemble. Et pas de réponse. Pourquoi tout d'un coup, au lieu il y a une solidarité nationale à plein d'égards, pourquoi dans le cadre des EHPAD, on a complètement mis les familles à l'écart, on leur a caché la vérité, on leur a dit « non, vous inquiétez pas, on gère », alors que ce n'était pas géré justement. Vous avez déposé hier les statuts d'une association, d'un collectif qui prétend donc réunir un peu les familles, je crois, des victimes des EHPAD. Vous allez nous en dire plus sur ce collectif et quel est le message que vous voulez passer aux familles qui aujourd'hui sont dans un temps de deuil, Geneviève l'a dit, c'est-à-dire qu'on est d'abord dans ce moment de sidération, de choc et on n'a pas forcément envie de passer à l'action en ce moment. Il faut comprendre que la cruauté de ce Covid, c'est que face à des personnes qui étaient isolées, qui sont déjà des personnes en fin de vie, on n'a pas pu être là pour leur dire au revoir, on n'a pas pu être là pour les accompagner. On a juste l'image de nos proches qui ont été mis dans des housses. On n'a pas pu les accompagner. Certains n'ont même pas pu être là aux funérailles. Donc, le deuil est extrêmement difficile à faire.
On imagine qu'eux ont eu l'impression d'avoir été abandonnés. Ils ont été laissés pour compte. Ils sont peut-être morts, certains, dans des souffrances terribles, tout seuls dans leur chambre. Donc, c'est extrêmement dur pour nous d'imaginer que ce qu'on avait de plus précieux, nos parents, nos grands-parents, ont fini leur vie comme ça. Donc, évidemment qu'il y a un temps du deuil qui va être très long. Maintenant, il est aussi très important de demander des comptes. Il est très important. Tout le monde dit que le monde d'après ne doit pas être celui d'avant. Et pour que le monde d'après ne soit pas celui d'avant, il faut justement que les choses changent dans les EHPAD. Et pour les autres personnes, un jour, ce sera nous qui serons les vieux. Il va y avoir cette problématique de la prise en charge des personnes dépendantes qui va être de plus en plus grande. Et il faut absolument aujourd'hui agir, mettre les gens face à leurs responsabilités, tous se poser des questions collectivement et surtout savoir ce qui s'est passé. Donc nous, en effet, en créant ce collectif, on s'est dit que c'était important à l'échelle nationale qu'on regroupe toutes les personnes et toutes les familles de victimes parce qu'on sera plus fort ensemble, parce qu'il faut être unis et quelle que soit l'enseigne ou quelle que soit la maison de retraite dans laquelle ça s'est passé, il faut qu'on soit ensemble pour être plus fort et pour pouvoir demander des comptes. Voilà le but aujourd'hui de ce collectif, c'est nous on va porter plainte individuellement, mais l'association va également porter plainte pour essayer d'avoir plus de poids, parce qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui des enquêtes ne soient pas faites justement en se disant ils avaient 90 ans ou 95 ans. Il faut arrêter avec il faut que la chose soit vraiment prise en compte, et nous on veut surtout qu'une enquête soit très vite ouverte afin de déterminer ce qui s'est passé. Geneviève, ce sera ma dernière question parce que malheureusement le temps file. On va redonner ce blog sur lequel vous avez écrit de très beaux textes, de lettres de président au président de la République, mais dans laquelle vous décrivez la situation des EHPAD. Vous décrivez aussi cette situation structurelle des EHPAD qui ne va pas du tout, le sexisme, le fait que les aides-soignantes sont des femmes souvent de milieux populaires, qu'on n'écoute pas, celles qui ont pourtant aujourd'hui tenu finalement ces établissements et parfois sont mortes comme Patricia Boulac et d'autres. Ces aides-soignantes de la Rose-Pontoise, elles sont invisibles, vous dites, alors que ce sont des héroïnes. Mais ma question, parce qu'on manque de temps malheureusement, c'est ça, vous dites aussi, finalement, l'EHPAD, il y a l'EHPAD, tout ce que vous décrivez, mais il y a aussi les tutelles, le conseil départemental, l'ARS, et là aussi, j'imagine que vous avez des réponses à obtenir là-dessus. Oui, c'est extrêmement difficile. Le confinement a été véritablement un abandon qui traduit, mais c'était connu, la situation des EHPAD était connue, qui traduit réellement les défaillances de notre système de santé. C'est clair que il n'y avait pas les moyens de prendre toutes les personnes en charge, donc les vieux passent en perte et profit. Je le dis de manière très cynique, mais vraiment, ça fait quand même des années que la situation des EHPAD est documentée, et c'est clair que c'est un secteur qui a été abandonné, et socialement, ça pose notre rapport aux personnes âgées. Je crois qu'Olivia l'a très bien dit. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel rapport voulons-nous avoir avec les vieux? Disons les choses très, très crûment. Et oui, les familles moi, ça fait plus d'un mois que j'entends des gens qui sont complètement traumatisés, qui ne peuvent pas faire leur deuil, qui imaginent les pires choses qui se sont passées. Et je crois qu'il est fondamental qu'il y ait effectivement qu'on entende les aides-soignantes parler, parce que ce sont elles qui pourront dire les choses. Or, aujourd'hui, on leur demande de la boucler. Et toute aide-soignante qui parle, je veux dire, la malheureuse Ella Keriev qui a témoigné à Envoyé spécial sur France Culture, qui a écrit un livre, n'arrive pas à retrouver du travail. Est-ce que ça, c'est digne d'une démocratie ? Est-ce que c'est digne d'une démocratie de laisser mourir comme on les a laissés mourir, les personnes âgées? On n'est pas... Non. En tant que citoyenne, moi, c'est vrai que je n'ai pas été directement concernée, mais je connais beaucoup de personnes âgées qui sont décédées. Je connaissais ces aides-soignants. C'est révoltant. C'est révoltant. Et je pense qu'il faut aller au-delà de la révolte, c'est clair. Et c'est très important, c'est très important en effet d'associer aussi le personnel soignant à ça, parce que pour nous, c'est évidemment pas eux qu'on donne cette responsabilité de ce qui s'est passé. Évidemment, nous, on sait très bien qu'ils étaient en première ligne, qu'ils sont également victimes. Nous, on demande des comptes à la direction. Et c'est très important parce que Sophie Boissard, par exemple, essaye patronne de Corian.
la patronne de Corian, essaye de dire que les familles veulent salir le travail du personnel, que c'est extrêmement indécent. Évidemment, on ne parle pas du personnel, on demande des comptes à la direction, que ce soit bien clair. Oui, je pense que c'est vraiment très, très important parce que je suis désolée, j'en prends la parole, mais je pense que en mars, les personnels ont vécu l'horreur, ont été dans une très, très grande souffrance également. Et on pense à eux dans cette émission. Merci à toutes les pense que deux. c'est important. On va Merci. terminer par quelques conseils pour les familles endeuillées qui nous écouteraient et qui souhaiteraient d'abord parler et éventuellement après passer à l'action. Je cite une plateforme, il y en a beaucoup d'autres, mais la plateforme Mieux traverser le deuil, encadrée par le psychiatre Christophe Forêt, ça va s'afficher. Il y a aussi dans votre ville, dans votre département, des plateformes d'écoute qui sont proposées. Regardez bien quand même pour être sûr que c'est un suivi sérieux avec des professionnels. Faites quelques recherches avant pour vous assurer du sérieux. Pour la partie plainte d'associations Corona Victimes, on les a reçues récemment. On peut citer aussi la plateforme Plainte Covid créée par le comédien Bruno Gassio pour faciliter le dépôt de plainte avec des modèles selon que vous êtes soignant, malade ou pas. Et puis donc le contact de votre nouvelle association Olivia, collectif 9471@gmail.com. Évidemment, si vous avez besoin de contacter également Olivia et Geneviève, vous pouvez nous écrire à l'adresse alairlibre@mediapart.fr et nous transmettrons. Voilà, merci infiniment d'avoir été avec nous. Nous allons suivre évidemment ce dossier. Écrivez-nous alairlibre@mediapart.fr. Sans transition, c'est l'heure désormais d'Usul et Cotentin, nos deux confinautes confinés. On regarde. Tu m'entends? Ouais. Alors, j'ai regardé à l'air libre hier et du coup, ça m'a donné une nouvelle idée d'imitation. Peut-être ça peut être pas mal. Salut! Alors, je fais du miel pour la patrie. Je suis chef d'entreprise pour le Made in France. Non, je vois pas là. Si, c'est facile. En tant qu'ancien ministre du redressement productif, en tant qu'Arnaud Montebourg... Ah, ok, oui, je vois. Voilà. Non, mais c'est parce que j'ai regardé le programme d'À l'air libre, en fait. Ah. Alors ce matin, vous l'avez peut-être vu, Mediapart a publié une vidéo de Vincent Lindon, un coup de gueule, un appel assez argumenté avec plein de propositions, un coup de gueule très politique. Comment ce pays si riche, la France, 6e économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir, pour éviter l'engorgement des services de réanimation, se résigner à cette seule solution moyenâgeuse, le confinement? Voilà, ça c'est une star qui s'engage, c'est pas une chanson de merde ou une tombola à la con. Voilà, il arrive pas en disant j'ai pas fini mon sandwich au thon ce midi, je vais le mettre aux enchères pour le personnel soignant et puis démerdez-vous. Par contre, à l'heure où on enregistre cette chronique, c'est-à-dire en retard, il a été vu à peu près 100 000 fois sur YouTube. Bon, c'est déjà mieux qu'Arnaud Montebourg. Salut! Le patriotisme industriel, on en parle? Ah, mais c'était Arnaud Montebourg que tu faisais? Bah oui. Mais je croyais que c'était Fabien Escalona. Donc Vincent Lindon a peut-être fait mieux qu'Arnaud Montebourg, mais il a été pulvérisé par cette meuf improbable avec un bonnet qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Je refuse d'être testé. Parce que je suis informé sur le sujet. Je refuse d'installer une application qui va pourrir mon réseau et ma vie. Je refuse la 5G. Je refuse les vaccins. Pour mes enfants et pour les vôtres. Cet extrait a été vu 900 000 fois sur Twitter. Alors que personne sait qui c'est cette lanceuse d'alerte sous coke. Bah si, nous on sait qui c'est parce qu'on a fait des petites recherches. Emma Cruzy vient de Suisse, de Genève, c'est la riche héritière d'une chaîne de magasins de chaussures. Elle tient une chaîne YouTube assez anecdotique où elle explique en ce moment que toute cette histoire de pandémie c'est rien que des bobards et que le gouvernement et les médias vous mentent. Mais en fait son discours anti-confinement c'est le même que celui de beaucoup d'autres abrutis. Vous vous souvenez de ceux de la semaine dernière? Oui, on vous parlait de la famille Ackerman qui refusait le confinement, qui voulait se soigner à la vitamine C et au soleil. Ça nous avait amené jusqu'à Jean-Jacques Crèvecoeur et sa médecine quantique en harmonie avec la force du fruit, Andros, je sais pas quoi. Non, c'est pas des complotistes, c'est des complotistes. Ouais, non mais c'est pareil, c'est le lobby des labos qui veut pas que vous vous nourrissiez que de compotes. Mais en tout cas, ces gens-là, ils ont de plus en plus d'audience. Et pas plus tard qu'hier, 4 de ces gourous anti-vax, anti-5G, anti-confinement se sont réunis pour un live intitulé « Alerte à la santé, alerte à la liberté », un live qui a réuni 30 000 personnes simultanément et qui 24 heures plus tard a déjà été maté près de 200 000 fois en replay.
Et moi, comme un con, j'ai regardé. Alors, il y avait Jean-Jacques, qu'on connaît bien maintenant, et qui en plus d'être complotiste est complètement de droite aussi, parce qu'il s'intéresse pas qu'à la physique quantique, il fait aussi de la sociologie en amateur. C'est-à-dire, dans les entreprises, les rapports entre syndicats et patronat, je suis quand même intervenu pendant quelques années auprès du patronat français, dans l'association Progrès du Management. Non mais ils sont tous de droite, on peut évacuer ça tout de suite, ils sont tous chefs d'entreprise, ils ont tous quelque chose à vendre, bref, c'est du business quoi. Ce virus, c'est que dalle, ça va être beaucoup pire, Allez bosser. Donc politiquement, il y a un fond culturel libertarien, hein. Le gouvernement, c'est les méchants, les médias vous mentent, c'est des fake news, ils sont un peu pro-Trump, ils mettent en avant la responsabilité individuelle, les libertés personnelles. Ouais, en tout cas, on pourrait s'en moquer parce qu'il y a matière. Celui-là en bas, c'est un ufologue, un adepte des ovnis et du paranormal. L'autre, il propose de boire son pipi pour soigner le sida. Le sida, selon celui-là, ça existe pas, il suffit de jeûner et de se rouler dans la neige pour rester en bonne santé. Bref, c'est quand même une belle bande de charlots. En plus là, ils sont tous ensemble, c'est vraiment les Avengers des débiles là, qui se sont réunis. Ouais, sauf que là, c'est plutôt le Suicide Squad des gourous, hein. Leur discours est carrément dangereux. Hier, un fil a pas mal été partagé sur Twitter, celui de l'extracteur, qui retrace un peu l'histoire de ce genre de mouvement et note une constante dans cette rhétorique du bien-être et du complot mondial qui nous ramène aux grandes heures de l'ordre du temple solaire. Ils pensaient s'embarquer pour une nouvelle vie. Toutes les victimes, dont 3 enfants, ont reçu une ou plusieurs balles dans la tête. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le fil Twitter en question ou sinon allez sur la chaîne YouTube de l'extracteur, c'est vraiment flippant. Mais même hier dans le live, il y avait des trucs flippants sur le fait qu'on est des êtres éternels, qu'on ne devrait pas avoir peur de la mort. La réalité, c'est que je ne suis pas ce corps physique. Je suis un être de lumière qui a créé un corps mental, un corps physique, un corps émotionnel, un corps physique. Donc mon corps physique, un jour il va mourir, on va tous mourir. Mais qu'on meurt de ça ou de ça, on va tous mourir. Mais c'est pas la fin de la vie. Avec le confinement et la pandémie, les discours anti-science, ésotériques, complotistes, ils sont de plus en plus écoutés. Donc là, pour l'instant, ils font des bouquins, ils font des lives, ils font des vues, mais combien de temps avant qu'ils fassent des stages, puis des communautés permanentes, et que vous retrouviez votre tante ou vos parents dans une de ces sectes New Age? C'est en train de passer complètement sous le radar médiatique, et pourtant ça monte en puissance. 30 000 personnes regardaient leur live hier, c'est vraiment énorme. Il faut une prise de conscience, il faut interpeller l'opinion, il faut interpeller les pouvoirs publics, les médias. Ouais, et si vous avez des proches qui sont là-dedans, parlez-leur, essayez de les sortir de là avant qu'ils soient complètement fermés, coupés du monde et qu'ils écoutent plus rien. Voilà, c'était pas super rigolo comme épisode, mais c'est important de mettre un peu le focus là-dessus parce que sinon ils restent entre eux, hein. Bah et puis si ça peut donner des idées d'enquête aux journalistes. La meuf avec le bonnet, elle est suisse, le docteur du pipi, il est suisse, l'ordre du temple solaire, ça a été fondé à Genève. Non, mais je pense qu'il y a un truc à creuser. Et puis c'est des bourgeois aussi, parce que l'autre c'est une héritière. Le docteur pipi, il paraît qu'il a 4 maisons, ça va, tranquille. Puis Léa Kerman, tiens, Léa Kerman. Ouais, tu voudrais dire qu'il y a un complot bourgeois? Oh, moi je dis rien. Moi, juste, je constate des faits. Ça en dit long sur réfléchir. Hein. Merci les confinautes. Mathieu, demain tu laisses ta place à Fabien Escalona et moi à Valentino Berti. Salut Mathieu. Salut, à très vite. Merci à vous de nous suivre chaque jour, vous êtes nombreux. Vous pouvez nous écrire pour nous engueuler ou nous dire tout bien que vous pensez de l'émission. On lit tout. L'adresse c'est alerlibre@mediapart.fr. Bonne soirée.